Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Le management d'Advini va vous présenter les résultats financiers 2024 ainsi que les perspectives de la société. Nous sommes en présence d'Antoine Leccia, président directeur général, Vincent Palmier, directeur administratif et financier, et Carmen Echeverry, directrice durabilité, qualité et communication. À titre informatif, ce webinaire est enregistré. À la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions par écrit via le système de chat situé en bas à droite de votre écran. Madame, messieurs, je vous laisse à présent la parole. Merci beaucoup Mathilde et bonjour à tous les présents. On est très heureux donc avec Carmen, Vincent et moi-même d'être là pour vous présenter donc ces résultats 2024 après une année 2023 particulièrement difficile. Notre présentation va durer à peu près une demi-heure, 30 à 35 minutes, pour laisser environ une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes, pour répondre donc à vos questions. Donc, une présentation organisée toujours sur trois principaux chapitres, nos faits marquants, ce qui a marqué l'année 24, bien sûr nos résultats financiers les plus détaillés possibles, et enfin, quelles sont nos perspectives pour l'année 25 et peut-être à plus long terme. Donc, si je commence par les faits marquants, la première chose, et pour ceux qui nous suivent, c'est bien évidemment le redressement des résultats. On a connu une année 23 catastrophique. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a perdu environ 14 millions d'euros l'année dernière. Une perte qui était due à plusieurs facteurs. Un premier, c'était une grande difficulté à passer les hausses de prix qui faisaient suite à des hausses de coûts très fortes. C'était aussi l'augmentation massive et rapide des frais financiers et toute une série d'investissements qui avaient été faits sur du marketing et sur des équipes. Et donc, ce redressement, on pensait le réaliser en 2 ans et finalement, on a, je crois, des chiffres qui montrent bien évidemment pas encore un retour à la normale, mais en tout cas un redressement qui est déjà effectué. Donc, un chiffre d'affaires, vous le voyez, qui totalise 277,6 millions d'euros, en baisse de 3%. Je vous expliquerai comment il a évolué. Des charges externes qui ont nettement baissé de 2,5 millions d'euros. Et on arrive donc à un EBITDA de 18,4 millions d'euros. Donc en hausse d'à peu près 30%, l'EBITDA de l'année dernière de 2023 étant de 14,5 millions d'euros. Au total, ça veut dire un résultat net à l'équilibre cette année, et donc bien évidemment bien meilleur que celui de l'année dernière. Autre chose où là on a plus qu'un retour à la normale, c'est la génération de cash. Donc bien évidemment, on a serré tous nos capex, nos investissements, qui sont quand même largement sous ce qu'on a l'habitude de réaliser. Moyenne, on a des investissements de l'ordre de 8 à 10 millions d'euros par an. On a investi un peu moins de 3 millions d'euros, mais vous voyez un effort massif sur les stocks. Alors quand je dis massif, c'est plutôt là aussi un retour à la normale, moins de 10 jours de stock, mais ça nous a permis de générer un cash flow de 29 millions d'euros contre un cash flow négatif l'année dernière de 13 millions d'euros. Et où là, on est un petit peu supérieur au budget qu'on avait établi pour 2024. Donc ça, c'est vraiment pour nous le premier fait marquant, c'est donc un redressement de l'entreprise. Deuxième chose, ce redressement, il s'est fait quand même dans un contexte qui est difficile, mais enfin qui est difficile pour tout le monde, particulièrement en grande distribution France. La grande distribution totalise du moins 3,4%, ça ce sont les panels IRI. Et puis l'export a été difficile pour les vins français, à moins 3. Dernier point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est une production viticole en forte baisse qui, bien sûr, a un impact également sur nos comptes. Et là, je parle du millésime 2024, essentiellement pour nous, et vous le verrez un peu plus loin, sur la Bourgogne et le Bordelais. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, c'est une présentation que vous aurez et que vous pourrez consulter. Donc, vous voyez un marché du vin qui est à moins 3. Et sur ce marché du vin, Advini, il y a des pays, nombreux pays où on fait un peu mieux que le marché. Alors, si je vais de droite à gauche, commençons par le pays, par le UK et l'Irlande, où on est équivalent au marché. On est à peu près stable. C'est un marché qui représente chez nous une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui avait été en nette progression ces dernières années. Donc là, on a une baisse au loyer de 5,6% qui porte essentiellement sur le marché de la grande distribution. Sur la France, on fait beaucoup moins bien que le marché, et vous comprendrez aussi pourquoi on a réalloué nos ressources
Et on a coupé beaucoup de promotions qui avaient été mises en place en 2023 et qui nous avaient coûté beaucoup d'argent. On a aussi refusé de vendre à certains prix très bas avec une pression de la grande distribution qui est très forte. Et donc là, on a une baisse de marché de 7,9% qui inclut également la restauration et la grande distribution. Donc la grande distribution est encore plus dégradée. On est sur des pertes de l'ordre de 9%. Quand le traditionnel France, qui pèse moins, est en léger retrait, essentiellement sur le marché des grossistes. En revanche, sur l'Europe du Nord, on continue notre croissance. Vous voyez un marché qui est plutôt à -5, quand nous on est à plus 1,7. Alors quand je vous donne le marché, c'est le marché sur les vins que commercialise Advini. Ce n'est pas l'ensemble des vins français. Et donc là, on totalise donc une bien meilleure performance. La même chose sur l'Asie, ainsi que sur le Canada, où aujourd'hui Advini est l'un des leaders. Quand je dis l'un des leaders, on est numéro 1 par exemple à la SAQ, non pas au Canada, mais à la SAQ, donc au Québec, avec une progression de nos ventes de 7%, quand le marché est à plus 1%. Aux USA, on avait une belle performance jusqu'à la fin, on fait du plus 6, mais on avait une belle performance jusqu'au mois de novembre vis-à-vis du marché, mais de très gros opérateurs ont exporté massivement, et on en reparlera peut-être plus tard, sur les taxes, pour anticiper les taxes du gouvernement Trump, qui sont d'ailleurs tombées hier à 20%. Voilà, donc tout ça, comment on a fait mieux que le marché et pris des parts de marché? C'est qu'on a poussé un peu plus sur nos marques. Quand je dis plus, c'est que de façon beaucoup plus claire sur nos marques qu'on appelle globales, c'est-à-dire celles qui ont vocation à se diffuser sur l'ensemble des pays. On exporte à peu près dans plus de 100 pays, mais également en se focalisant sur 6 ou 7 pays clés. Et vous voyez une progression à 2 chiffres sur ces pays clés. Ça nous permet d'avoir un export qui aujourd'hui continue de progresser. Et grâce donc bien sûr d'abord au Canada, aux USA et à l'Asie, vous le voyez sur le vert. Par contre, en revanche, on a une nette baisse du chiffre d'affaires sur la partie EDMP. Alors EDMP, c'est le nouveau terme pour désigner le hard discount, puisqu'on perd 10 millions d'euros de chiffre d'affaires essentiellement sur le bassin du Languedoc, mais également sur le bassin bordelais, des marchés sur lesquels on n'a pas suivi ou où on n'a pas souhaité suivre les prix fortement à la baisse qui ont été demandés par nos clients, mais également donc sur l'off-trade. Alors, quand je parle de prix à la baisse, il faut savoir qu'en 2023, je vous parlais de la dizaine de millions d'euros de marge que nous avons perdu suite aux hausses de prix que nous n'avons pas passées. Bien évidemment, on est arrivé en 2024 avec ou bien de la stabilité ou bien des légères hausses dans un marché qui était plutôt en baisse, en tout cas où on demandait des baisses de prix. Donc ça a créé aussi des situations commerciales difficiles et qu'on continue à essayer de rattraper en 2025. Vous voyez aussi le dernier petit rond vert, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on reviendra un peu plus en détail, a réalisé une bonne performance. Elle continue sa progression, puisque là, c'est le marché sud-africain qui progresse de 2,5 millions d'euros, et vous le verrez avec plutôt des bonnes marges. Ça nous permet d'avoir un export donc, qui continue sa progression et qui aujourd'hui représente 56% de nos ventes, alors que la France en représente donc 44%, et vous le voyez, est en baisse de moins 8,6%. Et en parallèle, on voit bien que ce sont nos marques qui continuent à progresser dans un contexte plutôt difficile, alors que ce qu'on appelle les vins à façon, c'est-à-dire les marques distributeurs, c'est-à-dire les marques tactiques, et bien sûr le hard discount sont en baisse de 7%. Ça nous permet donc bien sûr, et vous le verrez dans les comptes, d'améliorer notre mix produit et nos marges avec bon nombre d'initiatives réalisées par nos équipes. On est aujourd'hui par exemple partenaire exclusif d'accords sur l'échelle Mercure, puisqu'on fournit une grande partie des cartes, avec un approvisionnement également de vins qui n'appartiennent pas à Advini. C'est aussi du travel retail où on continue à se développer, un peu plus sur tous les continents. Et donc tout ça est porté par nos maisons de vin et avec nos marques diverses, l'Afrique du Sud bien évidemment, les marques de Bourgogne, que ce soit La Roche ou Champy, mais également l'Oratoire des Papes. Alors vous le voyez, ces photos ne sont pas au hasard, mais c'est aussi une offre blanc qui a été bien organisée chez Advini. En Afrique du Sud, par exemple, les blancs, c'est 80% de notre offre, et c'est comme ça qu'on avait axé notre travail et nos acquisitions d'ailleurs ces dernières années. Mais on les retrouve avec bien sûr les chardonnays de la Chevalière et de la Roche sur le Béziers, bien sûr sur Chablis, mais également les blancs de Châteauneuf-du-Pape, et qu'on retrouve également sur le Languedoc, sur nos différents vignobles. Donc des marques qui sont portées et qui ont progressé de 8% encore l'année dernière, avec un bon exemple qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc un chiffre d'affaires, vous le voyez, en croissance de 12,4%, et à change constant, on est plutôt autour de 13,5%.
une marge brute qui est de l'ordre de 46% et un EBITDA qui a frôlé les 100 millions de ZAR. Alors, il faut diviser par 20 à peu près, mais vous voyez un EBITDA de l'ordre de 14%, donc, qui est 2 fois l'EBITDA d'Advini, et cet EBITDA est converti globalement à 90% en cash. Donc, l'Afrique du Sud a poursuivi donc son développement avec un peu plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, 36. Je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, l'Afrique du Sud, c'était moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. L'Afrique du Sud donc poursuit son développement et un développement tant en PNL qu'en cash. Autre succès, alors on en a plusieurs, on a l'Oratoire des Papes, autre succès, mais je ne vais pas tout vous passer, la Maison Laroche, qui a totalisé près de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors, on parle de la Maison Laroche tant sur les activités chablaisiennes que languedociennes, mais vous voyez une marge brute qui est là aussi autour de 50%, avec une marge d'EBITDA autour de 18% cette année et en nette progression. Alors, grâce à un millésime 23 qui a été pléthorique et donc produit dans des conditions très favorables, c'est plutôt l'inverse en 2024, mais également avec un net développement de l'activité languedocienne avec le chardonnay La Roche qui s'est fortement développé et qui totalise aujourd'hui près de 4,5 millions de bouteilles, quasiment uniquement sur ce cépage. Donc tout ça tire bien évidemment la maison, Advini, et bien sûr il y a d'autres maisons qui progressent et basées toujours sur nos qualités de vin, que ce soit sur Châteauneuf-du-Pape, sur Champy, sur Bordeaux, et également sur le Languedoc. Un bon exemple, c'est les 98 sur 100 obtenus sur notre île des Vergelès 2022 en Pernand-Vergelès premier cru, et qui a placé donc cette référence par James Suckling dans les 10 meilleures notes de l'année. Ces produits de qualité, bien évidemment, sont essentiels pour continuer notre développement et cet effort sur les vins, cet effort sur les vignobles, cet effort sur la gestion des terroirs est aujourd'hui quelque chose qu'on continue plus que jamais à réaliser en sélectionnant là aussi bien sûr nos régions, nos domaines. Nos domaines, par exemple, bordelais, en Médoc, que ce soit Patache d'Eau ou Liversant, ont été élevés au rang de cru bourgeois supérieur. On n'est pas nombreux à avoir valoriser ces châteaux de cette façon-là. C'est aussi Ken Forrester qui a fêté ses 30 ans et qui l'a aussi, en Afrique du Sud, apporté notre croissance sur des chenins blancs. C'est près de 20% de croissance cette année et avec une forte rentabilité. Et c'est aussi le bonheur, un domaine acquis en 2016 qui totalisait quelques centaines de milliers de bouteilles et qui fait aujourd'hui plus d'1,5 million de bouteilles avec le Canada, mais également d'autres pays où le bonheur se développe, avec un cépage essentiel qui est le chardonnay, propriété d'ailleurs qui a été certifié Fairtrade sur l'année 2024. Mais Carmen va vous parler de tout ça, et en particulier de notre démarche ESG. Merci Antoine. Alors je prends la suite. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une politique ESG chez Advini depuis 2003. Donc c'est une politique qui est historique, qui a fêté ses 20 ans en 2023. J'étais pas là à la genèse. À l'époque, Advini n'existait pas encore. On parlait de J2D2 pour Jean-Jean Développement Durable. C'était au moment de la deuxième vague de sortie des Star Wars. Et cette politique, en 20 ans, a pu s'étoffer, a pu porter ses fruits, a pu amener donc tout un tas de projets et d'innovations qui nous permettent de garder un rôle de leader et de pionnier dans la filière. Et c'est aussi une politique qui nous permet maintenant d'avoir un vrai axe de différenciation, notamment par rapport à notre concurrence, puisqu'on voit que ces engagements ESG sont des conditions sine qua non pour l'accès à tout un tas de marchés, notamment les marchés à monopole d'État. Donc c'est le cas, Antoine en parlait, au Canada, qui est un marché sur lequel on est très présent et très bien représenté. C'est aussi le cas dans les pays scandinaves, par exemple. Donc là, on estime à environ un peu plus d'un tiers de notre portefeuille en 2024, qui est réalisé chez des clients qui ont ces attentes fortes. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un temps d'avance. Donc les politiques ESG d'Advini en 20 ans se sont succédées, se sont enrichies, se sont étoffées. Et donc la planification qui est en cours maintenant a été réfléchie à partir d'un grand diagnostic qui a été lancé avec l'ensemble des équipes du groupe. Donc une grande tournée d'inventaire un peu des bonnes pratiques et des sujets de préoccupation qui nous a permis de structurer une politique en 3 axes basée sur la durabilité. Donc la durabilité est une exigence dans tous nos métiers. Basée aussi sur notre ancrage qui fait là aussi un vrai axe de différenciation par rapport à notre filière, puisqu'on ne produit pas du vin de la même façon quand on est en Provence ou quand on est en Bourgogne.
On vend pas du vin de la même façon quand on s'adresse à un Canadien ou à un Japonais. Donc tout ça, le fait d'avoir des équipes qui sont sur place, qui comprennent leur terroir, qui comprennent leur marché et qui sont en mesure de faire rayonner les vins du mieux possible dans l'ensemble de ces zones géographiques, c'est aussi une force qu'on cherche à développer. Et enfin, le dernier volet, c'est la gouvernance, une gouvernance qui est engagée pour porter notre raison d'être. Donc, à la genèse de cette nouvelle politique ESG que vous présentez et dont je vais vous présenter les résultats, on a aussi lancé un grand chantier autour de la définition de notre raison d'être. Donc, on était en 2021. Raison d'être qui a atterri telle que suit. Donc, agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des vignobles et des hommes. Donc, cette politique ESG, structurée autour de ces 3 grands piliers, se décline en 12 champs d'action. Donc, 12 champs d'action sur lesquels on travaille au quotidien, sur des projets un peu pilotes, un peu innovants, mais aussi sur des projets beaucoup plus globaux et beaucoup plus structurants. Donc, au sein du pôle de durabilité, on travaille bien sûr sur l'évolution de nos pratiques viticoles, sur ce qu'on appelle la transition agroécologique, donc comment on s'appuie sur la biodiversité, comment on pilote mieux la protection du vignoble, la fertilité de nos sols, la séquestration de carbone dans nos sols, le pilotage de l'eau, d'irrigation de nos vignobles. Enfin, tous ces pôles-là de questionnement nous animent et donc animent toutes nos équipes de façon transverse, avec tout un tas de chantiers qui en découlent. C'est aussi la performance environnementale de nos sites. Comment on va vers plus de sobriété en termes de consommation d'eau, de consommation d'énergie. Comment on est en mesure de prévenir tous les risques de pollution. C'est aussi un grand champ d'action autour de l'éco-conception de nos produits. Donc, comment on travaille sur l'évolution de nos packaging, sur l'économie circulaire pour minimiser l'impact des produits qu'on met sur le marché. Et enfin, j'y reviendrai un petit peu plus en détail, puisque ça a été un de nos faits marquants sur 2024, les politiques autour du changement climatique. Comment on diminue notre empreinte carbone, comment on structure une vraie approche, une vraie stratégie offensive de décarbonation, et comment, bien sûr, on s'adapte au changement climatique, puisqu'on est dans une filière, on est dans un métier qui est vraiment à l'avant-poste des effets de ces changements climatiques. Dans notre deuxième pôle d'action, donc autour de l'ancrage, il y a tout un lien avec les partenariats innovants qu'on est capable de monter avec l'amont. On en parlait, on est dans une situation où les marchés se contractent. Réussir à aller créer de la valeur en aval et à la redistribuer, c'est aussi une façon de pérenniser notre filière, c'est aussi une façon de sécuriser nos approvisionnements et c'est aussi un axe de travail qui est assez structurant chez nous. Le champ d'action suivant autour des progrès de la filière vin, c'est qu'en tant que gros opérateur de la filière, on a une responsabilité. On a une responsabilité auprès de la recherche pour contribuer via des politiques de recherche et de développement ambitieuses, via des chaires de recherche, à financer l'innovation, à travailler sur l'innovation, à faire de l'expérimentation sur nos propres propriétés, de façon à un peu essuyer les plâtres et à faire en sorte que justement ces pratiques plus vertueuses puissent se déployer dans la filière. On a des engagements bien sûr pour la qualité de nos vins, la qualité de nos process, la qualité de notre service. On s'engage auprès de nos clients sur l'ensemble de ces aspects-là. Ça fait aussi partie de notre ADN et c'est aussi des chantiers sur lesquels on travaille avec pas mal d'intensité. Et enfin, le partage de nos savoir-faire. Le partage de nos savoir-faire avec les générations futures, bien sûr, mais aussi avec tous les clients et tous les consommateurs qu'on a la chance de recevoir chez nous ou qu'on a la chance d'aller rencontrer sur les marchés. Et autour du dernier axe, donc une gouvernance équilibrée, une gouvernance engagée autour de l'ESG. On a eu donc depuis la mise en place de ce plan en 2022 une vraie évolution puisque donc moi en tant que directrice durabilité, qualité et communication, j'ai rejoint le COMEX de l'entreprise. Donc c'est maintenant des sujets, des politiques qui sont portés au plus haut niveau de prise de décision. Mais on a aussi structuré un comité ESG au sein de notre conseil d'administration auquel je rencontre tous les semestres. C'est-à-dire que je passe devant les actionnaires pour leur faire un bilan de l'avancée de chacun des chantiers, voilà, des problèmes éventuels ou au contraire des bonnes surprises qu'on a pu avoir dans le déploiement de certains de ces chantiers-là. Ce qui fait qu'on avance vraiment de concert et ce qui fait qu'on a vraiment tous les niveaux de la prise de décision de l'entreprise qui sont impliqués, qui suivent au plus près ces chantiers ESG. On a un champ d'action, bien sûr, autour de faire progresser nos hommes, de comment on gère nos talents, comment on gère nos carrières, comment on travaille sur l'inclusion au sein de l'entreprise, sur la santé et la sécurité au travail, mais aussi sur la convivialité qui est une de nos valeurs un peu structurantes. Donc, tous ces items-là autour du volet social font aussi partie de cette politique ESG. Et enfin, les deux derniers axes, la digitalisation et la communication, sont aussi des axes de travail assez structurants, parce qu'on avait besoin de mieux piloter pour pouvoir mieux partager. Et donc, on a mis pas mal de chantiers en place autour de ces deux items-là, puisque la communication est aussi un sujet assez majeur pour qu'on réussisse à assumer notre rôle de leader. C'est-à-dire que si on veut réussir à inspirer l'ensemble de la filière, il faut qu'on réussisse à faire savoir tout ce qui est mis en place.
Donc, ces 12 champs d'action se sont déclinés en 106 chantiers, alors sur une période de planification qui était initialement de 2022 à 2024, qu'on a un petit peu élargi jusqu'en 2025, puisqu'on a quelques sujets un peu majeurs qui sont rentrés. Et donc, sur les 106 chantiers identifiés, on en a lancé 100 d'ores et déjà, avec un taux d'avancement moyen à 78%. Parmi les chantiers sur lesquels je voulais mettre un focus un peu plus spécifique sur l'année 2024, il y a la construction d'une stratégie de décarbonation pour Advini. Comme je vous le disais, ça fait 20 ans qu'on a des politiques engagées en matière de développement durable. Cela dit, on n'avait encore jamais formalisé ça sous le prisme d'une stratégie de décarbonation. Donc, le bilan carbone, c'est vraiment une première étape, c'est-à-dire qu'on fait une photographie en instant T de là où on en est de nos émissions. Et à partir de là, ça nous a permis d'identifier les postes sur lesquels il fallait qu'on travaille de façon prioritaire. Et ça nous a permis, de façon concertée, en mobilisant l'ensemble de nos équipes, l'ensemble de nos métiers, ça nous a permis de structurer une stratégie de décarbonation qu'on a ensuite soumise au SBTi. SBTi, c'est pour Science Based Target Initiative. C'est le collectif d'ONG, sous l'égide de l'ONU, qui s'est associé pour valider l'adéquation des trajectoires des entreprises aux accords de Paris. C'est-à-dire qu'on a eu un petit tampon qui dit que notre trajectoire est suffisamment ambitieuse et en même temps suffisamment réaliste pour que Advini soit en mesure, à horizon 2035 et à horizon 2050, d'atteindre ces objectifs de réduction d'émissions carbone. Quelques autres engagements, donc Science Based Target Initiative, on a eu notre petit tampon à l'été 2024 et on n'était pas peu fiers. On a aussi poursuivi tout un tas d'engagements, notamment pour la filière, via le concours Vignerons et Terroirs d'Avenir, qui est un concours qui vise à mettre le pied à l'étrier à de jeunes vignerons un peu partout en France. C'est un projet partenarial qu'on porte avec l'Institut Agro de Montpellier et qui rentre comme une unité d'enseignement dans le cadre du parcours des jeunes ingénieurs viticulture et œnologie, donc qui vont aller ensuite devenir les futurs cadres de la filière. Antoine en a parlé en 2 mots. On a obtenu la première certification Fairtrade sur une de nos propriétés. On a travaillé depuis très longtemps avec cette certification, mais plutôt sur le négoce, et donc on était responsable de la bonne rétribution de tous les maillons de la chaîne de valeur. Là, on a monté notre propre fondation Fairtrade au sein du bonheur, donc avec une part des gains qui sont reversés à cette fondation, qui est pilotée intégralement par les équipes sur place pour financer des projets vertueux pour eux ou pour la communauté. Et enfin, une dernière illustration d'un projet assez chouette qu'on a lancé en 2024. C'est un partenariat avec une structure qui s'appelle Des enfants et des arbres, qui met en relation des agriculteurs avec des écoles localement pour permettre d'aller expliquer les métiers de l'agriculture, le rôle de l'arbre dans le système agricole. Et en échange de quoi, les enfants se déplacent sur les propriétés et viennent nous aider à planter des arbres, à planter des haies, dont ils peuvent suivre le cheminement. Donc, on avait déployé ça dès 2024 sur 3 propriétés. Il y en a 3 nouvelles qui nous ont rejoints. Et c'est assez génial ce que ça crée en termes d'émulation et en termes de niveau et de qualité d'échange avec les opérateurs du territoire. Autre fait marquant 2024 qui est vraiment un facteur important de succès pour Advini, c'est donc dans cet item de gouvernance, on a 2 nouvelles forces vives qui sont venues renforcer notre comité exécutif. Donc je laisserai Vincent se présenter juste après quand il nous fera la présentation des éléments financiers. Et puis donc Vincent Rameau qui nous a rejoint là récemment en février comme directeur marketing, commerce et innovation. Donc 2 profils de Vincent qui nous ont rejoints, qui apportent des compétences nouvelles, une vision internationale, une certaine connaissance des fonctionnements des grandes entreprises qui vont vraiment nous permettre de passer un cap. Et tout ça avec un vrai alignement. C'est pour ça qu'on a eu des processus de recrutement assez longs avec les valeurs et avec l'état d'esprit de l'entreprise. En parallèle de ce renouvellement COMEX, on a aussi eu la chance d'accueillir 2 nouvelles administratrices qui ont été là aussi recrutées pour des compétences, pour des visions un petit peu complémentaires qui viennent apporter au pool de notre réflexion au sein du conseil. Donc Magdalene Allôme, qui est CEO de Seguin Moreau et donc présidente de la Fédération des tonneliers de France, donc qui est vraiment un métier qui partage tout un tas de valeurs et qui est un métier de l'amont pour nous et qui nous permet justement d'avoir cette connaissance assez fine de ces métiers de la filière. Et enfin donc Catherine qui nous a rejoint, CEO de Nutriman Lanania, donc elle plutôt pour sa compétence marketing, commerce et sa connaissance fine du monde de la grande distribution. Et Vincent, je te laisse la main pour te présenter. Voilà, bonjour à tous, enchanté, je suis Vincent Palmier, j'ai travaillé 35 ans dans tous les métiers de la finance, plus récemment 25 ans dans le groupe Michelin, et je suis ravi de rejoindre Advini depuis le 17 décembre dernier
voilà, pour accompagner la reconquête des marchés et faire de Advini le leader mérité des vins terroirs. Pardon, je pensais que c'était directement à toi. J'avais oublié ma dernière slide. Une petite ombre au tableau par rapport à la présentation qui vient d'être faite sur justement cette politique ESG qui avance. La récolte 2024 a été compliquée pour tout un tas de raisons et dans à peu près tous nos bassins. Pour des raisons très très diverses. Dans la région bordelaise, vous voyez un moins 30% de récolte. Alors là, c'est vraiment une pluviométrie qui a été extrêmement importante et qui a mis nos équipes à rude épreuve avec des attaques de mildiou sur l'ensemble de la saison qui ont été dévastatrices. On voit chez Caz aussi, alors là, on est sur une récolte qui est une perte de récolte qui est assez faible versus 2023, mais qui était déjà une année de récolte assez basse puisqu'on sort de 3 ans de sécheresse qui là aussi ont mis le vignoble à rude épreuve et ont attaqué un petit peu les stocks. Et puis, on a donc un phénomène en Bourgogne qui, là, a été un cumul de différents aléas climatiques, hein, puisqu'on a eu à la fois du gel, à la fois de la grêle, et puis donc une saison extrêmement pluvieuse qui, là encore, a donné lieu à des attaques de mildiou vraiment, vraiment très impactantes. Alors, il faut quand même nuancer un petit peu ces chiffres, donc notamment sur la Roche avec les moins 68% de production, puisque l'année 2023, et Antoine l'a dit en introduction, a été particulièrement volumique. Donc, les caves sont pleines, et donc c'est vrai qu'en delta, c'est encore un petit peu plus impressionnant. Si on rapporte ça sur une moyenne sur 5 ans, on est plutôt sur une perte de l'ordre de 35%. Donc, vous voyez une photographie qui présente une récolte plutôt faible pour l'année. Les prévisions pour 2025, quoique ce soit un petit peu tôt pour pouvoir se positionner de façon péremptoire, mais les signaux sont plutôt au vert pour la saison qui s'annonce. Et cette fois, je te passe la main, Vincent, pour attaquer la partie de résultats financiers. Merci, Carmen. Alors, comme vous l'avez vu, le résultat net d'Advini est à l'équilibre en 2024, c'est-à-dire 14 millions d'euros meilleurs que l'année 2023, dans un contexte de chiffre d'affaires en baisse de 9 millions d'euros. Alors, comment l'entreprise a réussi ce redressement spectaculaire? Eh bien, tout d'abord, grâce à la marge. Vous voyez que la marge se situe autour de 100 millions d'euros et gagne 0,5 points par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est le fruit de tout le travail, à la fois des hausses de prix, mais aussi de l'amélioration du mix, en se concentrant sur nos marques maison de vin, sur les marchés les plus rentables, et notamment l'export. Cette marge aurait pu être encore meilleure, environ de 0,5 points, si nous n'avions pas tenu compte à la fois de la baisse de récolte, telle que Carmen l'a montré, mais aussi de l'aspect dilutif de certains déstockages sur le bassin bordelais, bien nécessaires, comme vous le verrez, à la génération de cash et à l'apurement des problématiques de 2023. Alors, est-ce que cette marge suffit? Vous le voyez, non. Et donc, l'entreprise a fait d'autres efforts, notamment par contenir les charges de personnel qui masquent des économies autour de 1 million d'euros par des provisions pour des bonus qui seront payés en 2025 à l'ensemble du personnel pour tenir compte du redressement et des bons résultats de 2024. Dans cette économie de personnel, essentiellement, nous retrouvons également le changement de management, le changement de direction qui s'est fait sans recouvrement sur une grande partie de l'année 2024. Ensuite, un comité extraordinaire qui a duré 12 mois s'est penché sur les charges externes. Et là, nous avons fait des économies sur l'ensemble des contrats, l'ensemble des cahiers des charges, et ce que nous pouvions engager sans, bien sûr, obérer la suite. 1,2 million dans la sous-traitance, 500 000 euros dans l'intérim et 500 000 euros dans les frais généraux ont permis de réaliser une économie de 2,5 millions. À cela s'ajoute dans les autres produits et charges courantes un gain de change de 1,2 million, 700 000 euros
de reprise de provisions sur les stocks du bassin bordelais. Et enfin, 700 000 € de conditions commerciales qui viennent s'ajouter aux efforts de hausse de prix qu'Antoine a mentionnés. Alors, est-ce que cela suffit pour le redressement? Eh bien non. Il a fallu également, d'abord, réaliser une cession d'actifs pour un peu plus de 6 millions d'euros sur des actifs non stratégiques qui étaient valorisables et qui pouvaient dégager une plus-value sans encore, je dirais, faire prendre des risques au business cœur d'Advini. Et puis, il y a le coût de l'endettement financier. Là, il faut se rappeler qu'en 2021, l'entreprise avait 1,9 million d'euros de charges financières, c'est-à-dire 8 millions de moins qu'aujourd'hui. Et ça, c'est l'effet de la hausse des taux. Vous le verrez, le désendettement a démarré en 2024, mais n'a pas suffi à endiguer ce que je considère comme un pic de frais financiers qui n'est bien sûr pas soutenable à long terme. Alors, en premier lieu, nous avons travaillé sur le BFR et la baisse des stocks qui a atteint environ 16 jours, soit 14 millions d'euros, pour réaliser des économies de cash au sein de nos stocks. On a également mis en place, dès la moitié de 2024, les frais financiers dans nos prix de revient, de sorte à ce que le commerce puisse tenir compte de cette charge dans les négociations vis-à-vis de nos clients. Et cela, nous l'avons perpétré en 2025 de façon structurelle, puisque nous savons que nous devons couvrir ces charges financières sur plusieurs années. Nous avons également pris à bras le corps notre syndication bancaire, de sorte à préparer l'avenir et après 2027, puisque nous sommes stables jusqu'en 2027, réaliser un financement avec des maturations plus longues, nous permettant eh bien, d'avoir plus de flexibilité et de nous désendetter significativement. Alors tout cela nous conduit à baisser la dette nette de 16,1 millions d'euros. Malgré deux puts, l'un BVC qui a été soldé en 2024 et l'un qui a été provisionné en Afrique du Sud pour 1,9 million, mais qui ne sera pas exercé en 2025 et probablement pas dans les années suivantes. Vous voyez le poids des charges financières, mais bien évidemment, le cash flow libre généré, les 29 millions d'euros, qui viennent pour moitié de l'amélioration de l'activité et pour autre moitié de la baisse des stocks, nous désendettent à concurrence donc de 157 millions d'euros. Cela nous fait progresser dans notre ratio de gearing, mais bien évidemment, vous voyez que les fonds propres, qui sont passés de 98 millions en 2022 en 77 en 2023, ont été très fortement impactés à la fois par le résultat 2023, mais aussi par la dévaluation du ZAR contre l'euro sur toute la période, et cela, ça représente à peu près 7,6 millions d'euros. Nous avons, à partir de maintenant, une politique de désendettement régulier, et nous allons mettre tout en œuvre pour revenir à des gearings comparables aux années 2019-2022. Antoine, quelles sont les perspectives? Alors, perspective, bien évidemment, d'abord de l'année 2025. La première chose, c'est l'activité est désormais stabilisée et surtout, on a des équipes qui nous ont rejoints, qui vont, comme le disait Carmen aussi, renforcer nos savoir-faire. L'équipe dirigeante est en place et ça va nous permettre de reprendre l'exécution de notre plan stratégique qui était basé sur d'abord plus de sélectivité, qui était basé bien évidemment sur une simplification de nos organisations et de nos process, en particulier notre supply chain, et enfin poursuivre nos actions sur la partie sociétale. Donc ça, c'est le premier point.
on est maintenant en ordre de marche une année avant ce qu'on avait prévu en fin d'année 2023. Deuxième chose, on va poursuivre notre croissance sur les réseaux export, mais également sur les réseaux, ce qu'on appelle on-trade, c'est-à-dire plus sélectifs, avec l'ensemble de nos marques maisons de vin. La grande distribution qui nous a coûté beaucoup d'argent en 2023 et sur lequel on a et je parle de la grande distribution française, sur lequel on avait une quinzaine de personnes, ces ressources ont été réallouées sur des réseaux plus sélectifs, que ce soit en France, sur la restauration, mais également à l'export. En fait, on a coupé nos équipes par deux à peu près. Et cette réallocation est importante et va permettre la poursuite de la croissance de nos marques rentables. On vise là aussi un mix produit qui s'améliore l'année prochaine de 5 millions d'euros à minima sur les pays et donc sur les réseaux clés. Ça devrait continuer et poursuivre l'amélioration de notre marge d'au moins 1 point. C'est aussi le moment, et je pense, pour prendre des parts de marché dans un environnement qui est très difficile pour beaucoup d'opérateurs. On y reviendra, quels que soient les bassins. Et comme on l'a fait d'ailleurs en 2024. C'est de poursuivre nos efforts pour optimiser nos structures. Ça devrait améliorer de façon mécanique notre EBITDA et l'ensemble de la performance économique de l'entreprise. C'est bien sûr nos marges directes, mais c'est aussi le BFR. On a par exemple, dans la bascule d'un nouveau système SAP, des stocks qui seront des stocks communs à Advini qui aujourd'hui sont répartis selon les filiales, donc ça sera plus d'efficacité. C'est une centralisation de la planification, donc beaucoup de choses qui sont positives. C'est aussi des outils régionaux délestés pour avoir un outil principal, central, qui traite plus de volume et dans de meilleures conditions de prix et de marge. Donc ça, c'est, je pense, un point essentiel. Autre chose, c'est que, bien évidemment, notre rentabilité va continuer à s'améliorer et ça passera par le redressement des bassins qui sont en souffrance depuis quelques années. Et là, je parle essentiellement du bassin bordelais, où il y a une crise assez terrible. Ce sont des pertes aujourd'hui pour Advini. Et le bassin bordelais, c'est plus de 3,5 millions d'euros de pertes l'année dernière. Et bien évidemment qu'on y travaille. Réduction d'effectifs qui a été effectuée en début d'année. Réorientation de l'outil vers plus de logistique et qui aujourd'hui était sous-traitée. Toute la logistique auprès de la restauration française était sous-traitée et sera intégrée aujourd'hui sur nos outils de Saint-Émilion, de façon là aussi à spécialiser nos sites et redresser donc ces entreprises. Le Languedoc est aussi à la même enseigne. Le Languedoc était beaucoup orienté sur la grande distribution avec des volumes significatifs, avec des prix de plus en plus bas. Et donc là aussi, on réorganise et nos équipes et nos portfolios le plus vite possible pour avoir des marges qui s'améliorent, tout en ayant quand même la nécessité de garder un minimum de volume, tout simplement parce que nous avons des frais fixes importants et qui en même temps portent nos forces de vente qu'il nous faut amortir. Bien évidemment, c'est limiter nos capex encore cette année et je pense que tout ça nous permettra au global d'améliorer encore notre BFR, mais qui avait été considérablement dégradé en 2023, qui est revenu plutôt à la normale, mais qui devrait continuer à s'améliorer en 2025 pour au moins 5 à 8 millions d'euros. Donc tout ça devrait nous permettre de valoriser notre position aujourd'hui de leader. Quand je dis de leader, c'est sur la politique ESG, on a beaucoup d'avance. Aujourd'hui, on a près d'un tiers de nos clients qui nous demandent des rapports sur tout ce que notre démarche ESG, des engagements également, plus que des rapports. Et donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise bien au sein d'Advini. C'est aussi de mieux valoriser la qualité de nos actifs. Bien évidemment, nos clients, quand ils viennent visiter, s'en rendent compte, mais des actifs viticoles importants, mais des actifs immobiliers aussi qui sont importants et qui participent à la valeur perçue de l'entreprise. Mais bien évidemment, tous ces actifs viticoles et immobiliers ne sont pas toujours nécessaires. Donc, c'est en parallèle de passer au peigne fin tous nos actifs et puis on cédera, comme on l'a fait en 2024 et si nécessaire, l'ensemble des actifs non stratégiques. Alors, quand je dis si nécessaire, c'est qu'on n'a pas de besoin financier sur 2025 ni 2026. Nos plans de fonctionnement et l'ensemble de nos besoins financiers sont aujourd'hui couverts, mais en même temps, ça ne sert à rien de garder des actifs quand il y a des retours sur capitaux investis trop faibles. Donc tout ça devrait nous permettre aussi peut-être, et selon les opportunités, de saisir ou de réaliser des croissances externes, mais pour consolider certaines régions, et quand bien sûr ces croissances seraient immédiatement relutives.
c'est-à-dire avec des paybacks inférieurs à 3 ans. Donc voilà nos perspectives pour 25, donc une équipe en place et des chantiers, des projets et des actions qui sont déjà programmées pour l'année. En synthèse, ce qu'il faut peut-être retenir avant que vous puissiez poser vos questions, c'est déjà ce redressement d'Advini aujourd'hui, il est réalisé. Il a été réalisé avec des équipes qui ont montré une capacité d'action et un engagement fort. C'est aussi aujourd'hui la preuve avec des chiffres que dans un marché difficile, on peut prendre des parts de marché. Et au contraire, je pense que ça sera cette difficulté source d'opportunités importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de marchés aujourd'hui qui se ferment si vous n'avez pas des équipes en place, des équipes sur le terrain, et bien évidemment les produits et des marques adaptées aux besoins des consommateurs. Ça permettra, et grâce à nos principales marques maisons de vin et aux équipes qui sont derrière, donc de jouer notre rôle de leader sur les vins de terroir, puisqu'on a une offre aujourd'hui française, mais également sud-africaine, qui est diversifiée, unique et portée par une gamme de produits très large, mais qui répond également à un besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des vins. On ne va pas parler de vins icônes, c'est-à-dire de vins très chers. On ne vend pas des vins à plus de 500 ou 600 euros la bouteille de façon significative, mais on en a bien évidemment. On a de moins en moins de vins d'entrée de gamme et on comprend bien que le consommateur aujourd'hui a besoin de trouver de la qualité, trouver des produits de qualité, mais à un prix qui est abordable. Donc, nos vins entre 5, 6, 7 euros et 50 à 100 euros la bouteille, aujourd'hui, trouvent du succès un peu dans tous les pays. Et je pense que c'est ça aussi qui explique le développement de l'année 2024. Enfin, le dernier point, et c'est une des raisons de ce webinaire aujourd'hui, c'est de quand même mieux communiquer. C'est pas des choses qu'on a toujours bien faites. Et on est déterminé à mieux valoriser notre titre Advini, donc à expliquer ce qu'on fait, où on en est, à expliquer nos résultats, à expliquer les plus-values latentes qu'on a sur l'ensemble de nos vignobles, de notre immobilier. Et j'espère que les actionnaires suivront et bien évidemment que les résultats continueront, enfin en tout cas reviendront à la normale dès 2025 et ensuite progresseront de façon significative. Dernière chose, peut-être avant de clôturer et de vous laisser des questions, on a décidé, là aussi pour intéresser mieux notre communauté d'actionnaires, de créer un club actionnaire qui ouvrira dès lundi. Et dès la première action, on pourra avoir accès à des produits d'Advini dans des bonnes conditions financières, mais également plus d'infos, des voyages, des visites, une animation, des découvertes, de façon à ce que notre communauté soit aussi satisfaite sur le plan de la qualité des produits et sur la découverte des produits Advini. Voilà, merci à tous. Nous sommes maintenant bien sûr à disposition pour toutes vos questions. Oui, merci beaucoup et merci à tous pour cette présentation. En effet, nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Nous avons déjà quelques questions dans le chat, mais je rappelle à nos participants qui peuvent poser leurs questions grâce au système de chat en bas à droite de leur écran. Alors, nous avons une première question. Pensez-vous vous désengager progressivement de la grande distribution et vous renforcer sur les secteurs du trade qui génèrent de meilleures marges et permettraient sans doute de libérer du cash pour rembourser les banques? Oui. Alors, se désengager de la grande distribution, je ne dis pas que c'est pas possible, on pourrait couper, mais on en a encore besoin aujourd'hui. Ça représente près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, je parle de la grande distribution française. Il y a aussi de la grande distribution européenne. Vous savez, on va en Belgique en grande distribution, à des Delhaize, des Coirotte, et on peut le faire dans les bonnes conditions. Le problème de la grande distribution, c'est si on vend à des prix qui sont des prix sur lesquels on ne peut pas gagner notre vie. Donc, ces produits-là, ces gammes de produits, on est prêt à les couper au fur et à mesure. On ne peut pas le faire de façon violente, mais on est prêt à les couper, bien évidemment. Bien sûr, les forces de vente, par exemple, on n'a pas supprimé nos commerciaux, on les a réalloués. Alors, certains n'ont pas suivi parce que ils sont spécialistes de grande distribution et ils ne veulent pas faire autre chose. Mais ceux qui ont voulu suivre, ils ont suivi et ils ont étoffé les forces de vente on trade, donc en France, mais également en Europe. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il y a encore, bien évidemment, de la profitabilité possible en grande distribution, mais sur une certaine gamme de produits. Ça peut être des marques distributeurs qui sont bien valorisées, il y en a, et la grande distribution en a aussi. Ça peut être des marques exclusives sur lesquelles on a des marges suffisantes et qui nous permettent de vivre décemment, même si on peut avoir, bien sûr, et on aura des niveaux de marge bien inférieurs à d'autres réseaux. Merci pour votre réponse, Antoine. On a une prochaine question. Est-ce que vous êtes impacté par les tarifs douaniers annoncés par le gouvernement américain? Alors, je vais vous dire oui et non. On n'est pas impacté
parce que les États-Unis, malheureusement, et c'est un endroit, c'est un pays sur lequel on veut se développer, où on a commencé à mettre un peu de moyens, mais ça représente moins de 4% de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur l'année 2025, on n'a pas expédié massivement, mais on s'est mis d'accord avec nos importateurs et entre le mois de décembre, on va dire fin décembre, mais surtout janvier, février, mars, on a expédié bon nombre de containers qui représentent près des 2/3 de nos expéditions. Deuxième chose, on pense, en tout cas les discussions qu'on a avec nos importateurs aujourd'hui, c'est que d'abord vous avez un dollar qui s'est affaibli, c'est déjà près de 10% d'écart, et donc il y a déjà une partie de cette hausse de tarif de 20% qui va venir tamponner la hausse sur les marchés. D'autre part, les 10% restants, on va peut-être se répartir les choses. Pourquoi? Pour garder nos parts de marché. Donc, à court terme, on ne va pas être vraiment impacté sur les États-Unis. Par contre, c'était une réserve de croissance et d'opportunités pour nous. Et là, il faut reconnaître que toutes les opportunités sont bloquées. Les importateurs vont plutôt se concentrer sur ce qui existe déjà, sur les stocks qu'ils ont intégrés, avant d'aller accepter ou en tout cas mettre sur le marché de nouvelles références. Donc, ça va bloquer un peu probablement la croissance. Et puis, le dernier point qui, bien sûr, nous inquiète un peu et où on est impacté, ce sont nos équipes. On a aujourd'hui 7 personnes sur place. Et bien évidemment, il faudra savoir si demain il y a moins de business à réaliser, eh bien traiter ce problème-là, qui est un problème humain. Mais en même temps, il y aura peut-être d'autres opportunités au Canada où là, par contre, on a une position de leader et où on peut renforcer nos équipes, même si c'est ponctuellement avec les équipes américaines qui sont basées dans le nord des États-Unis. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je pense que vous avez un petit peu répondu à la question en présentant le club, mais est-ce qu'à l'issue de cette présentation, vous prévoyez un moment convivial de partage avec les actionnaires, donc une rencontre entre le management et les actionnaires courant de l'année 2025? Oui, alors c'est ce qu'on veut développer. Donc, on a pour la première fois donc ce webinaire, mais également on organisera dans le courant de l'année et en gros, à raison d'une fois par trimestre, des rencontres actionnaires qui seront sur nos sites ou bien sur Paris. L'idée, c'est de rendre les choses le plus facile possible pour pouvoir, bien sûr, déguster nos produits, mais également faire le point sur la situation de l'entreprise, sur ses perspectives, sur ce qui a bien marché, sur ce qui a moins bien marché, et de façon à ce qu'il y ait un accès à l'information de la part de tous nos actionnaires intéressés par Advini. Parfait, merci beaucoup. Peut-être nous faire un petit point, quels sont les terroirs qui ont le mieux performé en 2024 ? Alors, en fait, ce qu'il faut donner, c'est ce qui n'a pas performé. Et par différence, tout le reste a plutôt bien marché. Ce qui n'a pas performé, c'est le Bordelais. Le Bordelais, c'est vraiment un marché, on a perdu quasiment 20% de chiffre d'affaires l'année dernière. Le marché, lui, a perdu entre 30 et 35% au global, c'est cataclysmique. La production viticole, elle n'a jamais été aussi basse, 3 200 000 hectos, c'est la plus basse production depuis une cinquantaine d'années. Vous me direz, au moins, il y aura un peu moins de stock à vendre. Et donc le Bordelais, beaucoup de mal sur le Bordelais. Alors quand je dis beaucoup de mal, c'est vrai et faux, c'est-à-dire que ce qui fonctionne pas bien, c'est tous les produits qui sont, alors on n'a pas de produits nous très entrée de gamme, mais en tout cas bataillés, c'est-à-dire qui partent à 2,50 €, là c'est très très difficile. Mais par exemple notre pâtage d'eau aujourd'hui, qui totalise entre les pâtages d'eau et les chevaux de pâtage, c'est quasiment 500 000 bouteilles, a continué à progresser avec de belles marges, mais c'est pas suffisant pour compenser ce qu'on perd sur le reste. Et donc, Bordeaux est très difficile. Le Languedoc, comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui est... On n'a pas perdu beaucoup de chiffres. En gros, essentiellement du chiffre sur du hard discount où on ne voulait pas suivre sur des prix beaucoup trop bas. Mais on a plutôt perdu sur certaines de nos marques qui avaient été animées fortement en 23 avec des budgets colossaux qu'on a coupés parce que c'était pas tenable. Mais également sur des prix sur des marques distributeurs qui ont baissé en volume. Et donc, c'est vraiment les deux réseaux, les deux bassins sur lesquels on est en difficulté. Tout le reste a bien marché. Châteauneuf-du-Pape a probablement été la progression en plus sur des rouges très fortes et avec des fortes rentabilités. L'Afrique du Sud, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté. La Bourgogne a bien fonctionné, y compris la maison Champy, qui part d'un petit chiffre d'affaires, mais qui a progressé de l'ordre de 30% l'année dernière. Sur l'ensemble, comme je vous le disais, de la maison La Roche, que ce soit sur Chablis ou sur le Languedoc, avec des belles performances. La Provence qui continue à progresser. Donc tout ça a bien fonctionné. Merci pour votre réponse. Nous avons une dernière question. À ce stade, avez-vous des projets d'acquisition à l'international en 2025 ?
Non, non, on n'a vraiment aucun projet d'acquisition, ni en France d'ailleurs. Bien sûr que j'ai présenté la possibilité d'avoir des acquisitions, mais à condition qu'elles soient très résolutives, et qui seront d'ailleurs plus défensives qu'offensives. C'est-à-dire que si demain on a une acquisition ou même une fusion sur nos équipes bordelaises avec une autre entreprise pour être plus fort et avoir des économies d'échelle immédiates, peut-être qu'on saisira ces opportunités. Mais que ce soit en France ou à l'international, il n'y a pas d'acquisition. Vincent vous l'a dit, il faut, et c'est nécessaire de continuer notre désendettement. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu des frais financiers comme ça et de façon si violente. Et on sait très bien que même s'ils vont baisser cette année, on va être autour de 2,5% quand elle était à 4,5%. Donc, ils vont être divisés par deux dans les 12 prochains mois, entre juin 2025 et juin 2026, probablement. Et puis, on a couvert, chose qu'on n'avait pas faite auparavant. Donc, on a couvert nos taux. Et donc, globalement, on est plutôt serein sur le fait qu'il y aura une baisse de la charge financière, mais qui restera sans commune mesure avec celle qu'on connaissait, ne serait-ce qu'en 2021. Comme Vincent vous le disait, on était à moins d'1,9 million de frais financiers. Donc, ça veut dire qu'il faut diminuer notre dette parce que même en faisant des efforts sur nos stocks, et on les a réalisés et on va continuer, même en dégageant des résultats, il faut absolument monter nos marges brutes pour payer une partie de nos frais financiers. Et donc, je ne veux pas engager l'entreprise sur de nouveaux investissements qui vont peser immédiatement sur nos comptes et sur notre dette. Donc, ça sera fait de façon très réfléchie, parcimonieuse, et dans la mesure où effectivement il y a un payback immédiat et qui permet finalement de retrouver nos investissements tout de suite dans les comptes. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons plus de questions dans le chat à ce stade, et puis nous arrivons à l'heure du webinaire. Donc, je vous laisse peut-être quelques minutes pour conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Non, mais écoutez, j'espère que la formule était intéressante. J'espère qu'on aura des retours. Bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les adresser et on sera ravis d'y répondre. Dès lundi, le site actionnaire va être ouvert. Il sera ouvert à tous les gens qui ont au moins une action, sans discrimination et de façon à être le plus ouvert possible et bien ensuite à faire bénéficier donc de nos maisons de vin, de nos sites, tous ceux qui sont intéressés par Advini. J'espère que les comptes et les descriptions qu'on vous a fait d'Advini sur l'année non pas vous satisfont parce qu'il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas sont complètement transparents et vous permettent de bien savoir où on en est. C'était l'objectif de ce rendez-vous. En tout cas, merci de votre intérêt et merci d'avoir participé. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.